Comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer. D'abord, je vais spoiler absolument tout Cassandra, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de la regarder parce qu'elle est chouette. Et gros trigger warning parce que on va évoquer des VSS et plein d'autres trucs très sympas. Du hast hier nichts mehr verloren. Cassandra est une série allemande sortie sur Netflix le 6 février et qui fait beaucoup parler parce que c'est l'histoire d'une famille piégée dans une smart home, donc dans une maison intelligente. Et comme en ce moment l'IA ça fait beaucoup parler parce qu'on a vu l'évolution de ChatGPT, de Claude et de notre accès au LLM, le rapport à l'IA est au centre de beaucoup de préoccupations. Sauf que Cassandra, ça parle pas d'IA, c'est juste un prétexte pour parler d'autre chose. Si on résume rapidement, encore une fois, full spoiler, la famille de Sam, comprenant son fils Finn, sa fille Juno et son mari David, emménage dans une maison suite au suicide de la sœur de Sam qui a eu lieu chez eux. Ils se rendent alors compte qu'un robot est là, le bidouille, le réveille, et se retrouvent avec une super assistante personnelle qui devient rapidement la besta de Juno et la pire ennemie de Sam. Bist du schon immer so groß? Ich wollte nur deinen reizenden Kindern hinterher schauen. Aber dein breiter Kopf hat mir die Sicht versperrt. Okay. En parallèle, on a des flashbacks sur la vie de Cassandra, le robot. Pendant les flashbacks, on apprend, ou en tout cas on pense jusqu'à la fin, que Cassandra est responsable de la mort de toute sa famille et qu'elle est donc atrocement dangereuse. Ça, pour le coup, c'est vrai. Ayant en tête de remplacer sa famille d'origine par celle de Sam, Cassandra est ouvertement hostile avec Sam et parfaitement charmante avec les autres membres de la famille. Elle met en place un espèce de gaslight géant pour que Sam passe pour une folle et soit internée. Sam accepte à la condition que Cassandra soit éteinte, mais en réalité, elle ne l'est pas, séquestre toute la famille, essaye de forcer entre guillemets David a tué Sam et finit par s'éteindre d'elle-même en faisant brûler la maison après que Sam lui ait fait un Naruto Talk no Jutsu. Denk daran, was dein Sohn gesagt hat. Das bist nicht du. Du bist keine seelenlose Maschine. Alors déjà, si ça peut évidemment nous renvoyer à un potentiel danger des maisons intelligentes, etc., ça parle pas d'IA. D'abord pour la simple et bonne raison que Cassandra n'est pas une IA. C'est une femme dont la personnalité et l'esprit a été transférée par son mari dans un robot alors qu'elle était mourante. C'est pas une IA. Elle a un corps de robot, elle a des contrôles sur la maison, elle reste en vie par l'électricité et par un serveur, mais son mécanisme de pensée n'a pas été créé par son mari. C'est une personne. D'ailleurs, on pourrait quasi la remplacer par un fantôme. Le seul truc qui serait plus dur à justifier, ce serait que les humains autour n'en aient pas peur, mais sinon toute la série pourrait être totalement un truc de maison hantée. Cela dit, le choix de faire de Cassandra un robot ou plutôt une femme dans un robot n'est pas fait au hasard. Il n'est juste pas fait pour parler d'IA. La série donc, je pense, est une réflexion sur la masculinité hégémonique. Ich hätte gern deinen Job, Schatz, aber mich würde niemand als Gleisarbeiterin einstellen. Dabei würde ich die Hälfte seiner Kollegen im Armdrücken besiegen. La masculinité hégémonique est une masculinité théorisée par la sociologue Raewyn Connell qui permet la légitimation du patriarcat. Et Najate Zougari explique. La forme hégémonique est définie comme une configuration des pratiques de genre qui pérennise la domination des hommes sur les femmes, perpétuant ainsi le patriarcat. Le choix du terme configuration est important dans la mesure où il souligne le fait que les modalités de la masculinité ne sont pas gravées dans un marbre essentialiste, mais bien sujettes au changement et affectées par l'histoire. Connell précise aussi que la masculinité hégémonique n'est pas la même selon le milieu social, et c'est exactement ce qu'on voit. Well, that depends, of course, on what the particular pattern of hegemonic masculinity is. And I think it's quite important to know that the configuration that holds a hegemonic position in gender relations in one social context may be different from what holds the hegemonic position in another social context, so that hegemonic masculinity changes over time and can vary from one social milieu to another. So we may say that the pattern of masculinity that's hegemonic in corporate management, if we're researching businessmen's lives, which I have done a bit of, that pattern will be different from what is hegemonic in, say, a poor working class community.
En passant de Horst des années 60 à 70 à David qui vit dans notre époque, on voit une évolution de cette masculinité à travers le temps, mais on la voit aussi dans la différence de milieu social qui sépare Finn et Steve. Finn a vécu en ville, d'une famille a priori appartenant à la classe moyenne, voire relativement bourgeoise, apparemment bien plus progressiste que l'endroit où ils vivent actuellement, et a 2 parents artistes. Il ne voit initialement pas la violence de son père, mais n'a aucun mal à identifier immédiatement celle de ses camarades d'école ou du père de Steve. Il n'a aussi aucun mal à trouver leur masculinité complètement conne, là où Steve, ayant grandi dedans, a bien plus besoin d'y correspondre pour survivre, et a plus de mal à s'en détacher. La masculinité hégémonique d'Horst est d'ailleurs petit à petit intégrée par Cassandra, qui au fil de l'histoire va reproduire des discours de plus en plus durs. Ich kenne keinen Jungen, dem Fußball nicht Spaß macht. Nicht in dieser Mannschaft. Wie meinst du das, Liebling? Du musst nichts tun, was du nicht wirklich willst. Hast du schon mit Papa gesprochen? Wegen Fußball. Ach so, du weißt doch, er würde wahnsinnig gerne zu den Spielen kommen, aber die Arbeit. Nein, ich meine, weil ich da nicht mehr hin will. Ernsthaft, geht das jetzt wieder los? Hör doch bitte einfach mal auf zu jammern und reiß dich zusammen. La violence la plus évidente mise en avant par la série, c'est d'abord celle au sein du couple. Le mari de Cassandra est de loin le plus problématique, et le problème que pose sa masculinité est extrêmement visible pour nous qui sommes des spectateurs de 2024. En revanche, on voit bien que la subissant, cette violence est peu remise en question, notamment par Cassandra, alors qu'elle l'a subie. C'est une norme pour elle, pas pour nous. Horst a 2 façons de considérer ou d'envisager Cassandra. La première, c'est comme une domestique. C'est ultra flagrant dans la série, il ne fait absolument pas attention à la merde qu'il laisse derrière lui, ne participe à aucune tâche domestique, la prévient au dernier moment qu'il ne rentre pas alors qu'elle a déjà fait à bouffer, etc., etc. C'est aussi très visible dans la façon dont Cassandra est conçue comme robot. Si elle détourne certains outils comme les couteaux ou le four pour les rendre dangereux, à la base, elle les contrôle pour pouvoir continuer son travail domestique. Quand on voit le mur des accessoires qu'elle peut mettre au bout de son bras, on peut voir un plumeau ou une roulette à pizza que des trucs pour les tâches ménagères. On n'a pas d'outils genrés entre guillemets masculins comme un tournevis, et on n'a surtout rien qui soit d'un autre ordre ou qui ne servirait pas à ce travail domestique. Il n'y a aucun objet par exemple qui soit en rapport avec du loisir ou du jeu, donc elle peut battre des œufs en neige mais pas tenir un stylo. Pour Horst, Cassandra est un être complètement unidimensionnel qui lave ses slips, vraiment pas plus. Si, c'est aussi un objet sexuel, voire un objet reproducteur puisqu'il la trompe et que la seule fois où on le voit avoir un rapport sexuel avec elle, c'est un viol pour avoir un deuxième enfant. Cette manière de disposer du corps de Cassandra comme il l'entend se voit aussi dans le fait qu'il la body shame. Ich hätte nichts gegen ein weiteres Kind einzuwenden. Egal ob Junge oder Mädchen. Bitte dich, Liebling. Ich bin froh, dass Peter aus dem Gröbsten raus ist. Und dass du halbwegs wieder in Form bist. Et surtout qu'il lui fasse passer une échographie complètement expérimentale qui finira par la tuer après avoir affecté très violemment la grossesse et leur bébé. Rien que dans la manière dont il se comporte pendant l'échographie montre à quel point il dispose du corps de Cassandra, puisqu'il la déshabille sans la prévenir ou lui demander son avis, ne lui répond pas quand elle l'appelle, ou même quand elle hurle de douleur. Il est juste catastrophé de constater qu'ils vont avoir une fille, encore un signe de sa misogynie crasse, même si elle n'était plus à démontrer. Aber was, wenn es ein Mädchen wird? Bitte nicht. Le fait qu'il prévoit un bouton pour éteindre Cassandra et avoir la paix quand il veut va aussi dans ce sens. Évidemment, quand Cassandra perd sa capacité reproductrice par la perte de son corps, Horst ne s'y intéresse absolument plus, et c'est le point de départ de toute la violence de Cassandra, qui veut une reconnaissance de son travail, de son existence et de tout ce qu'elle a fait pour son mari et son fils alors que les deux l'abandonnent. Meine Mutter ist vor 3 Monaten gestorben. Wie kannst du so etwas sagen? Ich bin doch deine Mutter. Horst, sag du doch auch mal was. Ich bin zum Mittagessen zurück. La violence de Horst s'applique aussi sur son fils, qui ne répond pas au code de la virilité mis en place et serait donc une masculinité subordonnée. Horst est violent avec, le dénigre et essaye de le tordre pour le faire rentrer dans le moule de cette masculinité hégémonique. Bref, Horst est une merde. Face à la violence de son mari, Cassandra évolue. On a l'impression au début qu'elle va essayer de faire entendre raison à Horst et qu'il accepte enfin son fils, puis finalement sa résistance cède et elle finit par essayer de faire en sorte que Peter obtienne la validation de son père en le poussant elle aussi à rentrer dans ce moule. Liebling, es ist eine Sache zu verlieren und eine andere nicht dazu zu stehen. Geh da mit, das wird dir gut tun. Hm? Peter, komm mit!
Cassandra, à part à la fin, quand elle se rend compte qu'Horst l'a littéralement tué, entre très peu en résistance avec lui, ou parvient à obtenir des compromis qui pour nous paraissent complètement insuffisants, comme par exemple le fait que Horst accepte de laisser vivre Maggie à condition que personne ne la voie. Cette banalisation de la violence masculine et sa misogynie intégrée la pousse, par exemple, à se mettre en compétition avec Brigitte, en pensant que si Horst la trompe, ce n'est pas que c'est un immense connard, mais que c'est sa faute à elle d'une manière ou d'une autre. Wenn du willst, dass Papa wiederkommt, dann musst du besser sein als die anderen. Un comportement qu'a aussi Brigitte, Aber glaub ja nicht, dass ich jetzt jeden Tag für dich koche. Ich bin nicht Cassandra. puisque même si elle a l'air plus libre que Cassandra, finalement c'est une... Cool girl. Men always use that, don't they? As their defining compliment. She's a cool girl. Cool girl is hot. Cool girl is game. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. Cassandra reproduit cette compétition entre femmes plus tard en se mettant en concurrence avec Sam, sans mesurer que David est une grosse merde aussi, et sans réussir à se percevoir elle-même comme pouvant être autre chose qu'une mère, une épouse ou une ménagère. D'ailleurs, elle s'auto-surnomme la bonne fée du logis. Alors oui, c'est pour se donner un air inoffensif, mais la marraine la bonne fée, c'est quand même la quintessence du personnage qui n'existe que pour être dans le Caire. Steve va d'ailleurs la comparer à Mary Poppins, Dass Scary Poppins euch alle umgebracht hat oder so. ce qui au contraire est assez ironique et montre à quel point les personnages ne comprennent pas du tout qui est Cassandra, puisqu'elle est à peu près l'inverse de Mary Poppins. Elle ne peut pas sortir de la maison, alors que Mary Poppins va absolument où elle veut, que Cassandra est mariée et cherche à reproduire un mariage hétérosexuel avec David, alors que Mary Poppins est célibataire. Et surtout, Cassandra fait le travail domestique pour rien et pour les hommes, alors que Mary Poppins vient chez les Banks à la demande des enfants et surtout demande à être payée. Und du bist sicher, dass ich dir nicht helfen kann? Heute nicht. Du machst mich noch arbeitslos, David. Now, about my wages. The reference here is very obscure. Very obscure. We must be very clear on that point, mustn't we? Yes, we must indeed. I shall require every second Tuesday off. Every Tuesday. I'll give you 1 week. I'll know by then. Forcément, en comparaison de Horst et de toute la violence qu'il inflige à sa famille, initialement, David a l'air beaucoup plus cool. Et sa violence, si on peut trouver hallucinant la violence de Horst, parce qu'on a 50 ans d'écart avec ce que vit Cassandra, on n'a pas ce recul sur la situation de Sam puisqu'elle vit dans la même époque que nous. Donc on voit assez vite que David est un imbécile, on voit beaucoup moins vite que c'est un mec problématique. Pourtant, il est un prolongement de Horst, une évolution plus discrète d'une violence moins débridée mais toujours nocive. You guys are clearly not doing patriarchy very well. No, no, we're doing it well. Yeah, we just hide it better now. Oh. En gros, on passe de ça Dass du halbwegs wieder in Form bist. à ça. Ich habe nur Sorge, dass sie in ihrer jetzigen Verfassung Ziel von irgendwelchen Lästereien wird. Und für eine prima Ballerina hätte sie jetzt wahrscheinlich 2-3 Kilo zu viel auf den Rippen. Na und? Platzt ja jetzt auch nicht aus allen Nähten. Da habe ich vorhin aber schon fettere Kinder gesehen. Juno ist doch nicht... Ich rede nicht von ihrer körperlichen, sondern von ihrer seelischen Verfassung, David. Connell définit les différentes masculinités comme étant hégémoniques, complices, subordonnées ou marginalisées. La masculinité hégémonique étant un modèle difficile à atteindre, beaucoup d'hommes sans pour autant pouvoir réellement y accéder la soutiennent. On pourrait imaginer que c'est le cas de David, puisqu'il se rêve en James Bond, qui pour le coup est un modèle de masculinité hégémonique qu'il semble vouloir atteindre, mais comme aucun homme n'est entre guillemets hiérarchiquement au-dessus de David familialement parlant, et qu'il se retrouve dans un village dans lequel il a une position socialement plus élevée que la plupart des gens parce qu'il est un auteur connu, il incarne un genre de masculinité hégémonique, mais qui sera, quoi qu'il en soit, bien plus difficile à repérer que celle de Horst. Le plus flagrant, c'est que David n'écoute pas Sam. Findest du es nicht gefährlich, dass Cassandra überhaupt diese Klingen besitzt? Wieso? Die fährt sie doch nur auf unseren Befehl hinaus. Cassandra hat das alles mitbekommen. Cassandra besteht aus Nullen und Einsen. Das ist ein Computerprogramm. Ich weiß. Ich sag ja auch nicht, dass sie das absichtlich getan hat. So hört sich das aber ein bisschen an. Merkst du nicht, was hier vor sich geht, David? Mit Cassandra stimmt was nicht. Sie hat ganz normale Fragen gestellt mit ihrem gespeicherten Wissen über dich. Das ist ein Algorithmus. Das ist kein Algorithmus, das ist Absicht. Sie wollte mich bloßstellen. Sam, Cassandra ist zu sowas wie Emotionen oder Intrigen gar nicht fähig. Das ist eine Software. Was hat der Roboter hier draußen zu suchen? Was zum Teufel? Ich weiß. Was zum Teufel ist los mit dir, Sam? Il n'est jamais disponible pour les enfants et est un père particulièrement absent, et c'est souvent Finn qui prend sa place pour aider Sam dans les tâches ménagères.
Du hast gekocht? Ich räume auf. Prost. Comme soutien émotionnel ou pour s'occuper de sa sœur. Le manque d'écoute de David est évident, puisque Sam lui dit que Cassandra est un problème genre 50 fois, et qu'il préfère finir par la faire interner plutôt que de l'entendre. Mais c'est aussi visible par exemple dans le fait qu'il manque terriblement d'empathie par rapport au deuil qu'elle traverse. De la même manière que Cassandra devait toujours sourire pour Horst, les humeurs ou le deuil de Sam sont chiants pour David. Warum lächle ich? Ich fühle mich müde und schlapp. Ich wollte ein fröhliches Abbild von dir erschaffen. Ich finde, du siehst so viel schöner aus, wenn du lächelst. Du bist nicht mehr du selbst. Ich gebe mir wirklich alle Mühe für dich. Aber wir dürfen uns nicht beschweren. Wir wollten dieses Haus. Es ist schön, dich wieder zu haben. Il attend juste qu'elle redevienne sa Manic Pixie Dream Girl et trouve particulièrement relou qu'elle aille mal après le suicide de sa sœur. C'est tellement poussé qu'il dort avec des bouchons d'oreilles alors qu'on sait dès le début que Juno fait des cauchemars et se réveille en hurlant la nuit. Bref, Sam doit se débrouiller seul avec son deuil et porter la charge émotionnelle de ses enfants. Ça se voit aussi dans les moments qu'il passe en famille, qui sont toujours initiés par Sam et où David ne s'intéresse pas aux autres, mais à lui. Es soll spannender, emotionaler, aber auch ein bisschen ambitionierter werden. Wow, bin gespannt. Die Reihe hat Potenzial. Ich dachte dabei an eine Millenniums-Trilogie. Ja. Und nicht, dass ich mich jetzt mit Stieg Larsson vergleichen würde. Aber das nicht. Nee. Und du, mein Schatz, was hast du heute gemacht? Bin ich Schriftsteller. Boah, vielleicht hätte ich mir bei der Auswahl ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Schreibe ich Krimis? Ja, darf ich mir was Neues ausdenken? Bitte, bitte. Bin ich David Brill? Ernsthaft? Nicht. Nein. Glaubst du, ich schreibe meinen eigenen Namen da drauf? Bref, Sam est le liant de la famille. Dans le prolongement de Horst aussi, David n'a aucun mal à adopter Cassandra pour se faire servir et qu'elle prenne en charge le travail domestique à sa place. Et d'une manière générale, les personnages masculins ont tendance à beaucoup moins bien traiter Cassandra et à ne pas la considérer dans son altérité ou comme une potentielle altérité. Sam a aussi tendance à vouloir rester prudente et continue à prendre en charge ses tâches, alors que David, peu importe le niveau de risque que ça puisse représenter ou l'effort minime qu'il lui faudrait fournir, se met directement à compter sur Cassandra et continue à le faire même si Sam a été blessé alors qu'il avait demandé à Cassandra de tondre la pelouse. En fait, David considère son rôle au sein de la famille comme celui d'un protecteur. Il est toujours le premier sur les lieux et se précipite quand il faut protéger Juno, quand Katy fait une crise et la blesse, mais c'est finalement un rôle qu'il revendique et veut montrer, mais de manière assez superficielle et hypocrite, puisque d'une part, il se déleste de tous les autres aspects de la vie familiale, ou de quand il faut protéger d'un autre point de vue que physique, par exemple par le dialogue, et d'autre part, si vous prenez par exemple le moment où la maison brûle, il prend le temps de prendre Juno des bras de Finn, alors que ça leur fait perdre du temps, que Finn pouvait complètement porter sa sœur jusqu'à la sortie et que Sam leur dit de courir. D'ailleurs, même en étant dans les bras de David, Juno appelle sa mère. David préfère mettre sa fille en danger et leur faire perdre du temps pour sortir de la maison qui brûle, pour préserver cette image de protecteur. Et la dernière scène fait littéralement un parallèle avec cette scène, puisqu'une fois que Sam a quitté David et que les enfants le rejettent, cette fois Finn garde Juno dans ses bras et finalement ils arrivent dehors plus vite. En fait, David protège contre des personnes sur lesquelles il peut exercer une domination. Il protège Juno de Sam ou de Kathleen, mais s'effondre complètement quand Cassandra prend le dessus, et c'est Finn qui trouve le moyen de le faire sortir, ce que David n'arrive pas à mettre à profit puisque tout ce qu'il arrive à faire c'est quasi agresser la dame dont la petite fille a été victime de Cassandra, qui donc évidemment ne leur envoie aucune aide. Et puis évidemment, enfin, il essaye de tuer Sam quand Cassandra le lui ordonne. Alors, et d'ailleurs, c'est pas du tout anodin si on a ça. Nein. Bref, David demande à Sam de faire le sacrifice que lui n'ose pas prendre le risque de faire en s'alliant à Sam ou en désobéissant à Cassandra. Denk an Finn und Juno. Wir müssen die Kinder beschützen. On peut aussi ajouter que David, avec son bouquin naze, n'a de cesse de faire référence à d'autres modèles de masculinité. Son personnage qui se tape tout le monde s'appelle Roméo. Alors, ou ça veut dire qu'il se projette dedans, puisque Roméo c'est quand même un peu une image de lover, à ceci près que Roméo a compris un truc que David n'a pas compris. Jaime. Ou alors, il se projette en auteur reconnu du niveau de Shakespeare. Dans tous les cas, il veut faire évoluer son personnage en lui faisant prendre la direction d'un James Bond que lui considère plus sérieuse et profonde alors qu'elle est juste plus masculine. D'ailleurs, c'est plutôt très ironique que David veuille faire oublier le côté érotique de ses romans en s'inspirant de James Bond, qui lui aussi se tape tout le monde, mais c'est aussi symboliquement très parlant puisque le premier film James Bond date des années 60 et que ce personnage, figure par excellence de la masculinité hégémonique, a traversé les âges jusqu'à nous, comme la violence masculine de Horst a travers les âges pour devenir celle de David. Cet ego démesuré injecté dans ses romans et son travail fait écho à l'ego de Horst qui se rêvait démiurge battant la mort.
Et de la même manière que Cassandra subissait les comportements de Horst, Sam compose, fait des compromis, défend David à plusieurs reprises quand on lui dit qu'il ne sert à rien. Und du, Sam? Wen hast du? Wenn du jemanden zum Reden brauchst, du weißt, ich bin immer für dich da. Ich lass das ja nie an. Ich mein's ernst. Meld dich, wenn irgendwas ist, okay? Auf gar keinen Fall. Dein Vater ist außerdem auch noch da. Ja. Yeah. Wir beide wissen, wie er drauf ist, wenn er schreibt. Fait bonne figure, va chez le psy et finalement fait semblant pour satisfaire son mari plutôt que de l'envoyer chier. Et elle reproduit également ce qu'a fait Cassandra en se mettant en compétition avec elle et en les réduisant toutes les deux à leur corps. Charnel pour Sam et donc pouvant apporter satisfaction à son entourage et notamment à David, robotique pour Cassandra et donc ne servant entre guillemets plus à rien si ce n'est les tâches ménagères et donc impossible à aimer. Du wirst diesen Kampf verlieren. Du bist nichts weiter als eine rostige Blechbüchse. Ein veraltetes Arbeitsgerät, um mein Leben zu erleichtern. Kein Mensch aus Fleisch und Blut. Was glaubst du, zu wem wird Juno gehen, wenn sie mit jemandem kuscheln will? Hm? Wem glaubst du, wird sich Finn anvertrauen? Und glaubst du allen Ernstes, David wird dich jemals so lieben können wie mich? Schau dich an, Cassandra. Wer auch immer du mal gewesen bist. Du bist es nicht mehr. Da hast du eine Stelle vergessen. Ich vermisse es, meine Frau zu umarmen. Mit ihr zu kuscheln. Sie zu küssen. Und jetzt stell dir mal vor, wie schwer es für Peter sein muss. Et c'est finalement le fait de parler avec le fantôme de sa sœur avec qui elle évoque avoir aussi été en compétition. Ich weiß noch, als Kinder, wir haben uns ständig wegen irgendwas gestritten. Keine Ahnung, Spielzeug, Klamotten, vor allem Jungs. Qui permet à Sam de reprendre confiance en elle et d'aller sauver sa famille, puis de parler avec Cassandra qui permet de conclure la série. Sam arrive à justement rappeler à Cassandra qui elle est autre qu'un robot, une ménagère ou un objet de plaisir pour les hommes. Elle ne lui donne pas ce que Cassandra attend depuis le début, c'est-à-dire la reconnaissance des hommes autour d'elle, de son fils et de son mari, mais la perspective d'elle-même qu'elle a perdue, suite à toutes les violences subies par Horst. C'est ensuite la vision de Maggie qui entérine le fait que Cassandra switch, et en échange, Cassandra prévient Sam que David n'avait pas d'excuse pour essayer de la tuer. Ich hätte deinen Kindern nie etwas antun können. Das habe ich David auch gesagt. C'est donc quand les femmes parlent entre elles que les intrigues peuvent se résoudre. Si Sam et Cassandra sont les victimes les plus évidentes des violences masculines parce que c'est principalement leur histoire, la violence patriarcale fait d'autres victimes, comme c'est montré dans la série, comme par exemple les autres masculinités, celles qui ne sont ni hégémoniques ni complices, et que Connell appelle subordonnées ou marginalisées. C'est le cas de Peter, que son père assez clairement n'aime pas et qui le maltraite, mais qui est aussi bully par ses coéquipiers. En tenant un discours anti-victimaire à son fils, Cassandra le condamne au silence, encore une fois en appliquant des normes de masculinité qu'elle a intégrées, et parce qu'elle sait que Horst n'acceptera pas de porter plainte. Hast du Papa schon erreicht? Vielleicht ist es besser, wenn wir das heute Abend für uns behalten. Hm? Er wird davon erfahren. Nicht, wenn wir das Ganze einfach vergessen. Peter Schmidt, das war doch dieser Junge, der damals in dieser Laube misshandelt wurde. So werden die reden. Das wirst du nicht mehr los. Du wirst für immer das Opfer sein. À partir de là, Peter sombre complètement, ne sachant plus comment régler la situation, assassine ses agresseurs, et la limite du bien et du mal semble devenir complètement floue pour lui. Une instabilité qui panique Cassandra, qui essaye de le faire revenir à lui, alors que Horst l'encourage. Was denn, das war da nicht! Kein Rot! Du hättest dem anderen fast das Bein gebrochen. Encore une fois, c'est assez clair. Peter a plus de crédit auprès de son père une fois qu'il est violent. Ça montre assez bien comment la violence masculine s'engendre elle-même et comment Cassandra va encore une fois aller nettoyer derrière, peu importe la gravité de ce qu'il y a à nettoyer. Cette masculinité est aussi subie par le couple que forment Steve et Finn. Finn parce qu'il est marginalisé à l'école et que Steve n'assume pas leur relation au point d'en être violent, et Steve parce qu'effectivement, comme il essaye de l'expliquer, il vient d'un milieu bien moins progressiste que celui de Finn. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht gerade so das Paradies ist für Leute wie dich. Für Leute wie mich? Ja, du weißt, was ich meine. Also, für Gays halt. Keine Ahnung. Wie ist für dich?
et qu'une fois qu'il a fait son coming out, il se retrouve à la rue. D'ailleurs, Finn ne le prend pas en compte tout de suite, il a au début une vision assez classiste de Steve. Du wirst ganz sicher neue Freunde finden. Und eine neue Band, wirst du schon sehen. Dorfis. Yippie. Ja, nee, super. Wenn du sie so nennst, auf jeden Fall. Und ihr versteht euch gut? Für so ein Dorfi ist er ganz okay. Mais sans prendre en compte les difficultés qui vont avec, même si, évidemment, Finn a beaucoup moins de tort dans leur relation. Les deux s'améliorent au contact l'un de l'autre, et Steve nous lâche plus ou moins le propos de la série. Sind immer die Väter was? Sur le moment, on peut trouver ça ironique, puisque c'est Cassandra, figure maternelle autoproclamée, qui retient la famille prisonnière, mais en fin de compte, c'est bien les pères le problème dans la série. D'ailleurs, à partir du moment où Finn, qui n'écoutait pas non plus Sam au début, Das hat sich so real angefühlt, Mom. Aber es war nur ein Albtraum. Und vielleicht hast du heute Nacht etwas Ähnliches erlebt. Schatzi, aus! comprend qu'elle avait raison et le dit à David, David le renvoie immédiatement à sa relation avec Steve et décrédibilise leur témoignage comme il a décrédibilisé Sam. Et pour ce faire, il n'utilise pas l'âge de son fils ou une envie qu'il pourrait avoir de soutenir sa mère, il utilise directement sa relation amoureuse sur laquelle il ne semblait pourtant pas porter de jugement avant. Steve meinte, das letzte Mal, als er hier war, ist ihm gefolgt und hat mich ihren Sohn genannt. Das ist doch absurd. Ich meine, come on. Das ist Steve. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass der Typ dir den Kopf verdreht hat. Ist ja klar, dass du ihm glauben willst. Et enfin, les dernières personnes que présente la série à subir cette domination masculine, c'est les personnes souffrant de handicap. C'est évident pour Maggie, qui est handicapée à cause des expériences de son père, qui veut la tuer à la naissance soi-disant parce que sa vie serait affreuse, alors qu'en réalité, il en a juste honte. Du willst sie der Welt verheimlichen. Es ist zu ihrem Besten. Weil er zu deinem Besten. Ce qu'il prouve en la laissant derrière, alors que Cassandra les laisse partir et l'abandonner, à condition qu'il n'abandonne pas Maggie. Mais Horst part sans sa fille. C'est aussi le cas pour Kathleen, dont David veut se débarrasser, ce qui l'enrobe, comme Horst, du « c'est mieux pour elle ». Gehört in eine geschlossene. Wow. Ernsthaft, David? Seit deine Schwester bei uns ist, vergiftet sie die ganze Atmosphäre. David, ich will ihr nur helfen. Das will ich doch auch. Alors je dis pas que Kathleen n'aurait pas eu besoin de soins médicaux plus poussés, je dis juste que c'est pas ce que David recherche. Il cherche à s'en débarrasser comme il se débarrasse de Sam. Donc en gros, il y aurait sûrement plus de nuances et de détails à approfondir, mais en gros, c'est plus un aperçu de la masculinité hégémonique et de son évolution en montrant les personnes qu'elle oppresse, qu'il y en a beaucoup, comment elle se banalise et se transforme d'une époque à une autre, voire est intégrée par des victimes qui la perpétuent. Je dis pas que c'est parfait, et je dis pas non plus que Cassandra n'est pas une antagoniste, elle l'est totalement. Elle ne l'est juste pas dans son intrigue des années 70, puisqu'on se rend compte qu'elle n'a tué personne et a sacrifié toute sa vie pour son mari et son fils, mais elle l'est bien dans le présent, notamment par une intégration de ce que devrait être sa place, de pourquoi on devrait l'aimer et de code viril. Et je trouve ça un peu bizarre, alors que c'est très clair que Cassandra n'est pas une IA, qu'énormément de critiques en parlent, sans voir le sujet principal de la série. Si le sujet de la masculinité hégémonique vous intéresse, je vous conseille cette vidéo de Grégoire Simpson. Si ça vous a plu ou que ça vous a intéressé, je vous laisse vous abonner, me dire ce que vous avez pensé de Cassandra et s'il y a des choses que j'ai pas vues dans les commentaires, likez, partagez, blablabla, vous connaissez, et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Es gibt ein altes Hausmittel. Tanzen gehen. Ich bin noch keine 16 mehr. Horst würde mir was erzählen.